L'aventure de l'Étoile de l'Ouest. Devant la fenêtre des appartements de Poirot. Je me tenais à la fenêtre des appartements de Poirot, regardant distraitement la rue en contrebas. « C'est étrange », m'exclamai-je soudain, à voix basse. « Quoi donc, mon ami ?» demanda Poirot calmement, depuis les profondeurs de son confortable fauteuil. Déduit, Poirot, à partir des faits suivants. Voici une jeune femme, richement vêtue, chapeau à la mode, fourrure magnifique. Elle avance lentement, regardant en l'air les maisons au fur et à mesure qu'elle passe. À son insu, elle est suivie par 3 hommes et une femme d'âge moyen. Ils viennent tout juste d'être rejoints par un garçon de course qui, pointant derrière la jeune femme, gesticule. Quel drame est en train de se jouer? La fille serait-elle une malfaiteuse? Et les détectives se préparaient-ils à l'arrêter? Où sont-ils les vauriens, complotant pour attaquer une victime innocente? Que dit le grand détective? Le grand détective, mon ami, choisit, comme toujours, la solution la plus simple. Il se lève pour constater par lui-même. Et mon ami me rejoignit à la fenêtre. En 1 minute, il laissa échapper un petit rire amusé. Comme d'habitude, tes faits sont teintés de ton romantisme incurable. Voilà Miss Mary Marvel, l'icône du cinéma. Elle est suivie d'une ribambelle d'admirateurs qui l'ont reconnue. Et, en passant, mon cher Hastings, elle est parfaitement consciente de cela. Je ris. Tout s'explique donc. Mais tu n'en tires aucun mérite, Poirot. Ce n'était qu'une simple question de reconnaissance. En vérité. Et combien de fois as-tu vu Mary Marvel à l'écran, mon cher? Je réfléchis. Environ 12 de fois, peut-être. Et moi, 1 seule fois. Pourtant, je la reconnais, alors que toi, tu ne la reconnais pas. Elle te paraît si différente, répliquai-je faiblement. Ah, sacré! S'exclama Poirot. Est-ce que tu t'attends à ce qu'elle se promène dans les rues de Londres coiffée d'un chapeau de cow-boy? Ou pieds nus, avec une cascade de boucles, telle une jeune Irlandaise? Toi, tu t'attardes toujours sur les noms essentiels. Souviens-toi de l'affaire de la danseuse Valérie Sainte-Claire. Je haussai les épaules, légèrement agacé. Mais console-toi, mon ami, dit Poirot en se calmant. Tout ne peut pas être Hercule Poirot. Je le sais bien. Tu as vraiment la meilleure opinion de toi-même de tous ceux que j'ai connus. M'exclamai-je, partagé entre amusement et irritation. Que veux-tu? Quand on est unique, on le sait, et d'autres partagent cet avis. Même, si je ne me trompe pas, Miss Mary Marvel. Quoi? Sans aucun doute. Elle arrive ici. Comment le discernes-tu? Très simplement. Cette rue, elle n'est pas aristocratique, mon ami. On n'y trouve ni médecin à la mode, ni dentiste à la mode, et encore moins un modiste à la mode. Mais il y a un détective à la mode. Oui, mon ami, c'est vrai. Je suis devenu la mode, le dernier cri. On se dit, tu as perdu ta trousse en or? Il faut aller voir le petit Belge. Il est merveilleux. Tout le monde y va. Courez. Et ils arrivent, en foule, mon ami, pour des problèmes des plus ridicules. Une sonnerie retentit en bas. Qu'est-ce que je te disais? C'est Miss Marvel. Comme d'habitude, Poirot avait raison. Après un court instant, la star de cinéma américaine fut introduite, et nous nous levâmes. Miss Mary Marvel était sans conteste l'une des actrices les plus populaires à l'écran. Elle était arrivée en Angleterre récemment, en compagnie de son mari, Gregory B. Rolfe, lui aussi acteur. Leur mariage avait eu lieu il y a environ 1 an aux États-Unis, et c'était leur première visite en Angleterre. Ils avaient reçu un accueil grandiose. Tout le monde était prêt à devenir fou pour Mary Marvel. Ses vêtements somptueux, ses fourrures, ses bijoux, et surtout un bijou, le grand diamant surnommé l'Étoile de l'Ouest. Tant de choses vraies et de rumeurs avaient été écrites sur cette fameuse pierre, assurée pour la somme énorme de 50 000 livres.
Tous ces détails traversaient mon esprit alors que je rejoignais Poirot pour saluer notre charmante cliente. Lady Marvel était petite et mince, d'allure juvénile, avec de grands yeux bleus innocents. Poirot lui tira une chaise, et elle commença aussitôt. « Vous me trouverez peut-être ridicule, Monsieur Poirot, mais hier soir, Lord Cronshaw me racontait combien vous aviez brillamment éclairci le mystère de la mort de son neveu, et j'ai ressenti l'impérieuse nécessité de solliciter vos conseils. J'imagine que ce n'est qu'un canular, du moins, c'est ce que dit Grégory, mais cela m'inquiète terriblement. » Elle fit une pause, et Poirot lui sourit en signe d'encouragement. « Continuez, madame. Vous comprenez, je ne sais toujours rien. » Ce sont ces lettres. Miss Marvel sortit 3 enveloppes de son sac à main et les remit à Poirot. Il les examina avec soin et lut le contenu. Le grand diamant, qui est l'œil gauche du dieu, doit retourner d'où il est venu. La deuxième lettre était identique, mais la troisième disait plus explicitement « Vous avez été averti. Vous n'avez pas obéi. Maintenant, le diamant vous sera enlevé. À la pleine lune, les 2 diamants, l'œil gauche et l'œil droit du dieu, retourneront. Ainsi est-il écrit. La première lettre, je la pris pour une plaisanterie, expliqua-t-elle. Quand j'ai reçu la deuxième, j'ai commencé à m'interroger. La troisième est arrivée hier, et il m'a semblé que l'affaire était plus sérieuse que je ne l'avais imaginé. Je vois qu'elles ne sont pas venues par la poste, ces lettres. Non, elles ont été déposées à la main par un Chinois. Voilà ce qui me fait peur. Pourquoi? Parce que c'est d'un Chinois de San Francisco que Grégory a acheté la pierre il y a 3 ans. Je comprends, madame, que vous croyez que le diamant en question est l'étoile de l'Ouest, termina-t-elle. C'est exact. À l'époque, Grégory se souvient qu'il y avait une histoire attachée à la pierre, mais le Chinois ne donnait aucune information. Il semblait terriblement effrayé et pressé de s'en débarrasser. Il n'a demandé qu'un 10e de sa valeur. C'était le cadeau de mariage de Greg pour moi. Poirot hocha la tête pensivement et ajouta « L'histoire semble d'un romantisme presque incroyable. Et pourtant, qui sait? Je te prie, Hastings, rends-moi mon petit almanach. Je m'exécuterai. » Voyons, dit Poirot en feuilletant les pages. Quelle est la date de la pleine lune? Ah, vendredi prochain. Cela revient dans 3 jours. Eh bien, madame, vous me demandez conseil, je vous le donne. Cette belle histoire peut n'être qu'un canular, mais peut-être ne l'est-elle pas. Par conséquent, je vous conseille de me confier le diamant jusqu'après vendredi prochain. Ensuite, nous prendrons les mesures qui s'imposent. Lady Marvel hocha la tête avec hésitation, puis dit d'une voix contrainte. « J'aimerais tant que tu ne le vendes pas, George. Cela fait si longtemps qu'il est dans la famille. » Après un instant d'attente sans réponse, son visage se dura. « Je dois aller me changer. Je suppose qu'il vaudrait mieux que je montre la marchandise. » Elle se tourna vers Poirot, légèrement grimaçante. « C'est l'un des colliers les plus hideux jamais conçus. George a toujours promis de faire reparamétrer les pierres pour moi, mais cela n'a jamais été fait. » Puis elle quitta la pièce. La rencontre avec Lord Yardley. Lord Yardley s'avéra être un sportif jovial à la voix forte et au visage plutôt rougi, mais doté d'une bonhomie si chaleureuse qu'elle compensait largement un certain manque de perspicacité. « Affaire extraordinaire, monsieur Poirot. Je n'en comprends rien du tout. Il semblerait que ma femme ait reçu des lettres pour le moins étranges, et que cette Miss Marvel en ait eu également. Que signifie tout cela ?» Poirot lui remit un exemplaire du Society Gossip. « Tout d'abord, Milord, me permettez-vous de vous demander si ces faits sont essentiellement corrects ?» Le père prit le journal et son visage s'assombrit de colère en lisant. « Sacré baliverne !» s'exclama-t-il. « Jamais aucune histoire romantique ne s'est attachée à ce diamant. À l'origine, il vient d'Inde, je crois. Je n'ai jamais entendu parler de toute cette histoire de dieu chinois. Pourtant, la pierre est connue sous le nom de l'étoile de l'Orient.
Eh bien, et si tel est le cas? Répliqua-t-il avec véhémence. Poirot esquissa un léger sourire sans répondre directement. Ce que je vous demande, Milord, c'est de vous confier entièrement à moi. Si vous le faites sans réserve, j'ai bon espoir d'éviter la catastrophe. Vous pensez donc qu'il y a quelque chose dans ces récits invraisemblables. Accepterez-vous de faire ce que je vous demande? Bien sûr, je le ferai, mais... Très bien. Permettez-moi alors de vous poser quelques questions. Cette affaire de Yardley Chase est-elle, comme vous le dites, déjà réglée entre vous et M. Rolfe? Oh, il vous en a parlé, n'est-ce pas? Non, rien n'est encore arrangé. Lord Yardley hésita, son visage rouge s'intensifiant. Autant mettre les choses au clair. Je me suis ridiculisé à bien des égards, Monsieur Poirot, et je suis criblé de dettes, mais je veux redresser la barre. J'aime les enfants, je veux remettre de l'ordre, pouvoir continuer à vivre dans le vieil endroit. Gregory Rolfe me propose une grosse somme d'argent suffisante pour me remettre sur pied. Je ne veux pas le faire, je déteste l'idée de toute cette comédie théâtrale autour du Chase, mais je pourrais être contraint d'agir, à moins que... Il s'interrompit. Poirot le regarda attentivement. Vous avez donc une autre corde à votre arc? Permettez-moi de deviner. C'est de vendre l'étoile de l'Orient? Lord Yardley hocha la tête. Exactement. Cela fait plusieurs générations que cela se trouve dans la famille, mais ce n'est pas entaillé. Pourtant, il n'est pas aisé de trouver un acheteur. Hofberg, le type de Hatton Garden, est à l'affût d'un client potentiel, mais il devra agir vite, sinon c'est foutu. Encore une question. Permettez-moi. Lady Yardley, quelle option approuve-t-elle? Oh, elle s'oppose farouchement à ce que je vende le bijou. Vous savez comment sont les femmes. Elle est pour ce coup un coup de théâtre cinématographique. Je comprends, dit Poirot. Après un court moment de réflexion, il se leva brusquement. Revenez immédiatement à Yardley Chase, d'accord? Très bien. Ne dites-moi à personne. À personne, je vous prie, mais attendez-nous là ce soir. Nous arriverons peu après 5 heures. Lord Yardley se tut un instant. D'accord, mais je ne vois pas. Ça n'a pas d'importance, répondit Poirot d'un ton bienveillant. Vous voudrez bien que je conserve votre diamant, n'est-ce pas? Oui, mais... Alors faites comme je vous dis. Un noble, visiblement déconcerté, quitta la pièce. À Yardley Chase. Il était 5h30 lorsque nous arrivâmes à Yardley Chase et nous suivîmes le majordome digne jusqu'au vieux hall lambrissé, illuminé par un feu de bûches flamboyantes. Un tableau charmant s'offrait à nos yeux. Lady Yardley et ses 2 enfants, la mère, la tête sombre et fière penchée sur les 2 enfants clairs. Lord Yardley se tenait à proximité, souriant sur eux. Monsieur Poirot et Capitaine Hastings, annonça le majordome. Lady Yardley sursauta en levant les yeux, tandis que son mari s'avançait, incertain, cherchant des instructions auprès de Poirot. Le petit homme était à la hauteur de l'occasion. Je vous prie de m'excuser. C'est que j'examine encore cette affaire de Miss Marvel. N'est-il pas vrai qu'elle vous est venue vendredi? Je fais d'abord un petit tour pour m'assurer que tout est en ordre. J'aimerais aussi demander à Lady Yardley si elle se souvient des timbres-poste figurant sur les lettres qu'elle a reçues. Lady Yardley secoua la tête avec regret. J'en ai bien peur, je ne m'en souviens pas. C'est de la pure bêtise de ma part. Mais, vous voyez, je n'ai jamais eu l'intention de les prendre au sérieux. Vous passerez la nuit? Demanda Lord Yardley. Oh, Milord, j'ai bien peur de vous incommoder. Nous avons laissé nos bagages à l'auberge. Ce n'est rien. Lord Yardley eut alors son signal. Nous enverrons chercher vos bagages. Aucun souci, je vous l'assure. Poirot se laissa convaincre et s'asseyant auprès de Lady Yardley, se mit à bavarder avec les enfants. Rapidement, ils se mirent à jouer ensemble, m'entraînant dans leur jeu. « Vous êtes une bonne mère », dit Poirot en inclinant légèrement la tête avec galanterie,
alors que la nourrice sévère emmenait les enfants à contre-cœur. Lady Yardley remit de l'ordre dans ses cheveux ébouriffés. « Je les adore, dit-elle, d'une voix légèrement émue. Et vous les adorez à raison. » Poirot s'inclina de nouveau. Un signal retentit et nous nous levâmes pour monter à nos chambres. À cet instant, le majordome entra avec un télégramme sur un plateau qu'il remit à Lord Yardley. Celui-ci le déchira en murmurant quelques mots d'excuse. Au fur et à mesure qu'il le lisait, son visage se raidit de colère. Après une exclamation, il tendit le télégramme à sa femme, puis jeta un coup d'œil à mon ami. « Un instant, Monsieur Poirot. Je pense qu'il faut que vous soyez au courant. C'est de Hofberg. Il croit avoir trouvé un acheteur pour le diamant. Un Américain met le cap sur les États-Unis demain. Ils envoient ce soir un homme pour évaluer la pierre. Parbleu, si cela se concrétise. » Les mots lui manquèrent. Lady Yardley s'était détournée, tenant toujours le télégramme. « J'aimerais tant que tu ne le vendes pas, George, dit-elle doucement. Cela fait si longtemps qu'il est dans la famille. » Elle attendit une réponse, mais lorsqu'il n'y en eut aucune, son visage se dura. Elle haussa les épaules. « Je dois aller me changer. Je suppose qu'il vaudrait mieux que je montre la marchandise. » Se tournant vers Poirot avec une légère grimace, elle ajouta « C'est l'un des colliers les plus hideux jamais conçus. George a toujours promis de faire reparamétrer les pierres pour moi, mais cela n'a jamais été fait. » Puis elle quitta la pièce. Une demi-heure plus tard, nous étions réunis dans le grand salon en attendant Lady Yardley, quelques minutes après l'heure du dîner. Soudain, un bruissement se fit entendre et Lady Yardley apparut dans l'embrasure de la porte, radieuse dans une longue robe blanche chatoyante. Autour de sa nuque, un filet de feu scintillait. Elle se tenait là, une main effleurant à peine le collier. « Voici le sacrifice, » dit-elle gaiement. Son mauvais humeur semblait envolée. « Attendez pendant que j'allume la grande lumière, et vous verrez le collier le plus laid d'Angleterre. » Alors qu'elle s'apprêtait à actionner les interrupteurs situés juste à l'extérieur, un événement incroyable se produisit. Soudain, toutes les lumières s'éteignirent, la porte claqua, et un long cri perçant de femme retentit de l'autre côté. « Mon Dieu !» s'écria Lord Yardley. C'était la voix de Maud. « Que se passe-t-il » Nous nous précipitâmes à tâtons vers la porte, nous heurtant les uns aux autres dans l'obscurité. Il nous fallut quelques minutes pour la retrouver. Quelle vision! Lady Yardley gisait, inanimée sur le sol de marbre, avec une marque cramoisie sur sa gorge blanche, là où le collier avait été arraché. Alors que nous nous penchions sur elle, incertain de son état, morte ou vivante, ses paupières s'ouvrirent. « Le Chinois » murmura-t-elle douloureusement. « Le Chinois, la porte latérale. » Lord Yardley bondit en jurant. Je l'accompagnai, le cœur battant la chamade. La porte latérale en question, une petite issue dans un angle du mur, se trouvait à une dizaine de mètres de la scène du drame. À notre arrivée, je poussai un cri. Là, juste avant le seuil, gisait le collier étincelant, manifestement abandonné par le voleur dans la précipitation de sa fuite. Je m'y précipitai avec joie. Puis je poussai un autre cri que Lord Yardley reprit. Au milieu du collier se trouvait un grand vide. L'étoile de l'Orient avait disparu. Ça règle tout, soufflai-je. Ces voleurs ne sont pas ordinaires. Ils ne voulaient que cette unique pierre. Mais comment cet homme est-il entré? Par cette porte. Mais elle est toujours verrouillée. Je secouai la tête. Elle ne l'est plus maintenant. Voyez. Je l'ouvris, et quelque chose flotta jusqu'au sol. Je le ramassai, un morceau de soie orné d'une broderie indéniable, arraché de la robe d'un Chinois. Dans sa hâte, il s'est accroché à la porte, expliquai-je. Allez, vite. Il ne doit pas être allé très loin. Mais en vain, nous ne retrouvâmes le voleur dans l'obscurité de la nuit. À contre-cœur, nous regagnâmes nos quartiers, et Lord Yardley envoya un valet chercher la police en hâte. Grâce aux soins attentifs de Poirot,
Lady Yardley se rétablit suffisamment pour raconter son histoire. « J'allais allumer l'autre lumière, dit-elle, lorsqu'un homme a sauté dessus par derrière. Il m'a arraché le collier avec une telle force que je suis tombé tête la première au sol. En tombant, je l'ai vu disparaître par la porte latérale. Puis j'ai reconnu, grâce à sa coiffure en queue de cochon et sa robe brodée, qu'il était chinois. » Elle s'arrêta en frissonnant. Le majordome réapparut et parla à voix basse à Lord Yardley. « Un monsieur de chez monsieur Hofberg, milord. Il dit que vous l'attendez. » « Bon sang !» s'exclama le noble distrait. « Je dois le voir, je suppose. »« Non, pas ici, Mulling, dans la bibliothèque. » Je fis signe à Poirot. « Ne vaudrait-il pas mieux que nous retournions à Londres? »« Tu penses, Hastings? Pourquoi? » « Eh bien, tout s'est joué délicatement. Les choses ne se sont pas très bien passées, n'est-ce pas? Vous demandez à Lord Yardley de vous confier tout, et puis le diamant disparaît sous nos yeux. »« C'est vrai, » dit Poirot, quelque peu abattu. « Ce n'a pas été l'un de mes triomphes les plus remarquables. » Cette description me fit presque sourire, mais je restai sur mes positions. Alors, n'est-il pas plus élégant de repartir immédiatement? Et le dîner, ce dîner excellent préparé par le chef de Lord Yardley. « Oh, le dîner! Qu'est-ce que c'est, le dîner ?» m'exclamai-je, impatient. Poirot leva les mains, horrifié. « Mon Dieu! C'est dans ce pays que l'on traite les affaires gastronomiques avec une indifférence criminelle. Il y a une autre raison de retourner à Londres le plus vite possible, poursuivis-je. Quoi donc, mon ami? L'autre diamant, dis-je en baissant la voix. Celui de Miss Marvell. Eh bien, et alors? Ne voyez-vous pas? Ils en ont un, et maintenant ils iront chercher l'autre. Tiens, s'exclama Poirot en reculant d'un pas, m'observant avec admiration. Mais ton cerveau marche à merveille, mon ami. Imagine que, pendant un instant, je n'avais pas pensé à cela. Il nous reste encore du temps, la pleine lune n'arrivant pas avant vendredi. Je secouai la tête, dubitatif. La théorie de la pleine lune me laissait de marbre. Nous partîmes immédiatement, laissant derrière nous un mot d'explication et d'excuse pour Lord Yardley. Mon intention était de me rendre aussitôt au Magnifique pour expliquer à Miss Marvell ce qui s'était passé, mais Poirot opposa son veto et insista sur le fait que le matin serait suffisant. Je cédai, bien que réticent. Le matin, Poirot semblait étrangement réticent à sortir. Je commençai à soupçonner qu'après une première erreur, il redoutait de poursuivre l'affaire. Il me fit remarquer, avec son sens commun habituel, que les détails de l'affaire figuraient déjà dans les journaux du matin et que les Rolfe en sauraient autant que nous. Je capitulai malgré moi. Les événements confirmèrent mes pressentiments. Vers 2 heures, le téléphone sonna. Poirot répondit, écouta quelques instants, puis, avec un bref « bien, j'y serai », raccrocha et se tourna vers moi. « Qu'en pensez-vous, mon ami ?» demanda-t-il, à moitié honteux, à moitié excité. « Le diamant de Miss Marvell a été volé. »« Quoi ?» m'écriai-je en me levant d'un bond. « Et qu'en est-il de la théorie de la pleine lune maintenant ?» Poirot baissa la tête. « Ce matin, semble-t-il. » Je secouai tristement la tête. « Si seulement tu m'avais écouté. Tu vois, j'avais raison. »« Il semble bien, mon ami, » dit Poirot prudemment. « Les apparences sont trompeuses, mais il en apparaît ainsi. » En nous hâtant en taxi vers le Magnifique, je tâchais de déchiffrer la véritable nature du stratagème. Cette idée de la pleine lune était ingénieuse. Tout était de nous faire concentrer sur vendredi pour être pris au dépourvu. Dommage que tu ne l'aies pas réalisé. « Ma foi, » répondit Poirot d'un ton léger, sa nonchalance revenue. « On ne peut pas tout prévoir. » Je eus pitié de lui. Il détestait l'échec sous toutes ses formes. « Reste fort, » dis-je en le consolant. « Bonne chance pour la prochaine fois. » Au Magnifique, nous fûmes immédiatement conduits dans le bureau du directeur. Gregory Rolfe était présent,
accompagné de 2 hommes de Scotland Yard, et un commis au visage pâle était assis en face d'eux. Rolf nous salua d'un signe de tête à notre entrée. « Nous allons en venir au fond du problème, » dit-il. « Mais c'est presque incroyable. Comment cet homme a-t-il osé agir? Je n'en sais rien. » En quelques minutes, les faits nous furent révélés. Monsieur Rolf était sorti de l'hôtel à 11h15. À 11h30, un gentleman, si ressemblant à lui qu'on aurait pu le prendre pour son double, entra dans l'hôtel et exigea la trousse à bijoux du coffre-fort. Il signa le reçu en remarquant distraitement « Ça diffère un peu de l'ordinaire, mais je me suis fait mal en sortant du taxi. » Le commis sourit et dit qu'il ne remarquait guère de différence. Rolf rit. « Eh bien, ne me classez pas parmi les malfaiteurs cette fois. Je reçois des lettres de menaces d'un Chinois, et le pire, c'est que je ressemble moi-même à un Chinois, quelque chose à voir avec les yeux. » Je l'ai observé, déclara le commis, et j'ai immédiatement compris. Ses yeux, en amande comme ceux d'un Orient, m'avaient échappé jusque-là. Bon sang, mec, rugit Gregory Rolf en se penchant, le remarques-tu maintenant? L'homme leva les yeux vers lui et se tut. Non, monsieur, dit-il. Je ne peux pas dire que oui. Et en effet, rien dans ses yeux bruns francs ne rappelait l'Orient. Un agent de Scotland Yard grogna, quel client audacieux. Il pensait que ses yeux se remarqueraient et a pris les devants pour dissiper tout soupçon. Il a dû vous surveiller depuis l'hôtel et s'est précipité dès que vous étiez loin. Et la trousse à bijoux? Demandai-je. Elle a été retrouvée dans un couloir de l'hôtel. Une seule chose avait disparu, l'étoile de l'Occident. Nous nous regardâmes, stupéfaits. Toute cette affaire semblait irréelle. Poirot se leva vivement. « Je crains de n'avoir été d'aucune grande aide, » dit-il avec regret. « Puis-je voir madame? »« Je suppose qu'elle est prostrée par le choc, » expliqua Rolf. « Peut-être puis-je lui parler seul, monsieur? »« Certainement. » En environ 5 minutes, Poirot réapparut. « Maintenant, mon ami, dit-il gaiement, allons au bureau de poste. Il faut que j'envoie un télégramme. »« À qui? » ?»« À Lord Yardley. » Sans plus de questions, il glissa son bras dans le mien. « Allez, mon ami, je sais ce que tu ressens face à cette affaire épouvantable. Je n'ai pas brillé comme je l'aurais souhaité. Toi, à ma place, tu aurais pu exceller. Oublions cela et prenons le déjeuner. » Vers 4 heures, nous entrâmes dans les appartements de Poirot. Une silhouette se leva près de la fenêtre. C'était Lord Yardley, l'air épuisé et bouleversé. « J'ai reçu votre message et je suis venu immédiatement. Écoutez, j'ai fait le tour de Hofberg et ils ne savent rien de cet homme venu hier soir, ni du télégramme d'ailleurs. Pensez-vous que... » Poirot leva la main. « Mes excuses. J'ai envoyé ce télégramme et engagé le monsieur en question. »« Vous? Mais pourquoi? »« Quoi? » s'exclama le noble, impuissant. « Mon idée était de faire aboutir les choses, » expliqua calmement Poirot. « Faire aboutir les choses. »« Oh, mon Dieu !» s'exclama Lord Yardley. « Et la ruse a fonctionné ?» dit Poirot gaiement. « Ainsi, Milord, j'ai le plaisir de vous restituer ceci. » D'un geste théâtral, il sortit un grand diamant. « L'étoile de l'Orient » s'exclama Lord Yardley, haletant. « Mais je ne comprends pas. »« Non, » répondit Poirot. « Cela n'a pas d'importance. Croyez-moi, il était nécessaire que le diamant soit volé. Je vous avais promis de vous le conserver, et j'ai tenu parole. Permettez-moi de garder mon petit secret. Transmettez, je vous prie, l'assurance de mon plus profond respect à Lady Yardley et dites-lui combien je suis heureux de lui restituer son bijou. Quel beau temps, n'est-ce pas? Bonne journée, Milord. » Souriant et bavardant, ce petit homme incroyable conduisit le noble déconcerté jusqu'à la porte, puis revint en se frottant doucement les mains. « Poirot, dis-je, suis-je complètement cinglé? »« Non, mon ami, mais vous êtes, comme toujours, dans un brouillard mental. Comment as-tu obtenu le diamant? » « De Monsieur Rolf. »« Rolf?
Mais oui, les lettres d'avertissement, le chinois, l'article dans Society Gossip, tout provient de l'ingénieuse tête de Monsieur Rolf. Les deux diamants supposés être identiques, ils n'ont jamais existé. Il n'y avait qu'un seul diamant, mon ami. Originellement dans la collection des Yardley, il est en possession de Monsieur Rolf depuis 3 ans. Il l'a volé ce matin en appliquant, avec un peu de maquillage graisseux, un soin particulier aux angles de ses yeux. Ah, il faut que je le voie au cinéma, c'est vraiment un artiste, celui-là. Mais pourquoi volerait-il son propre diamant? Demandai-je perplexe. Pour de nombreuses raisons. D'abord, Lady Yardley commençait à se lasser. Lady Yardley. Vous comprenez qu'elle se retrouvait seule en Californie. Son mari s'amusait ailleurs. Monsieur Rolf était séduisant, il dégageait une aura romantique. Mais au fond, c'est un homme d'affaires, ce monsieur. Il fit l'amour à Lady Yardley, puis la fit chanter. Je l'ai confrontée avec la vérité l'autre soir, et elle l'a admise. Elle jura n'avoir été qu'un peu indiscrète, et je la crois. Mais, indubitablement, Rolf détenait des lettres de sa part susceptibles d'être interprétées autrement. Terrifiée à l'idée d'un divorce et de la séparation d'avec ses enfants, elle céda à toutes ses exigences. N'ayant pas d'argent, elle fut contrainte de lui permettre de substituer une réplique en pâte pour la vraie pierre. La coïncidence de la date de l'apparition de l'étoile de l'Occident m'étonna aussitôt. Tout est en ordre. Lord Yardley se prépare à se ranger, à se poser définitivement. Et puis survient la menace de la vente possible du diamant. La substitution sera découverte. Sans doute écrira-t-elle frénétiquement à Gregory Rolf, qui vient d'arriver en Angleterre. Il la rassura en promettant d'arranger tout cela et préparera un double cambriolage. Ainsi, il apaisera Lady Yardley, qui pourrait tout révéler à son mari, une affaire qui ne sied absolument pas à notre maître du chantage. Il touchera alors une assurance de 50 000 livres sterling. Ah, vous aviez oublié cela. Et il aura toujours le diamant. C'est à ce moment que j'ai mis mon grain de sel. L'arrivée d'un expert en diamants fut annoncée. Lady Yardley, comme je l'avais pressenti, organisa aussitôt un cambriolage et l'exécuta parfaitement. Mais Hercule Poirot, lui, ne voit que les faits. Que se passa-t-il réellement? La dame éteignit la lumière, claqua la porte, jeta le collier dans le couloir et cria. Elle avait déjà arraché le diamant avec des pinces à l'étage. Mais nous avons vu le collier autour de son cou, objectai-je. Je vous prie de m'excuser, mon ami. Sa main dissimulait la partie où le vide aurait dû apparaître. Mettre un morceau de soie dans la porte à l'avance, c'est un jeu d'enfant. Naturellement, dès que Rolf apprit le cambriolage, il monta sa propre petite comédie. Et il la joua à merveille. « Que as-tu dit exactement ?» demandai-je, curieux. Je lui ai dit que Lady Yardley avait tout révélé à son mari, que j'étais habilité à récupérer le bijou et que s'il ne me le remettait pas immédiatement, des mesures seraient prises. Quelques petits mensonges de plus me vinrent à l'esprit. Il fondit sous mes paroles. Je réfléchis. Cela semble un peu injuste pour Mary Marvel. Elle a perdu son diamant sans faute de sa part. Bah, répliqua Poirot brutalement. Elle a une publicité magnifique. C'est tout ce qui l'intéresse. Maintenant, l'autre, c'est différent. Bonne mère, très femme. Oui, dis-je, dubitatif, ne partageant guère sa vision de la féminité. Je suppose que c'est Rolf qui lui a envoyé les lettres en double. Pas du tout, dit Poirot vivement. C'est par le conseil de Marie Cavendish qu'elle a sollicité mon aide pour son dilemme. Puis, en apprenant que Mary Marvel, qu'elle considérait comme son ennemie, était passée par ici, elle a changé d'avis, se précipitant sur un prétexte que « Mon ami, c'est vous qui lui avez fourni. » Quelques questions ont suffi pour me montrer que c'est vous qui lui aviez parlé des lettres, pas elle. Elle a sauté sur l'occasion que vos paroles lui offraient. « Je n'y crois pas » m'écriai-je, blessé. « Si, mon ami,
C'est dommage que tu n'étudies pas la psychologie. Tu lui as dit que les lettres étaient détruites? Oh, là, jamais une femme ne détruit une lettre si elle peut l'éviter, même si ce serait plus prudent. Tout cela est bien beau, dis-je, ma colère montant, mais tu m'as ridiculisé de A à Z. C'est bien beau d'essayer de tout expliquer après coup. Il y a vraiment une limite. Mais tu t'amusais tellement, mon ami. Je n'ai pas eu le cœur de briser tes illusions. Ce n'est pas possible. Tu es allé un peu trop loin cette fois. Mon Dieu, comme tu t'énerves pour un rien, mon ami. J'en ai assez. Je partis en claquant la porte. Poirot m'avait transformé en bouffon. Je décidai qu'il méritait une leçon sévère et laisserais passer un certain temps avant de lui pardonner. Il m'avait encouragé à me ridiculiser complètement. L'affaire des obligations disparut. C'était un mardi matin froid et pluvieux lorsqu'Hercule Poirot et moi, le capitaine Hastings, nous sommes mis en route pour résoudre une affaire intrigante. Nous nous dirigions vers Threadneedle Street, au cœur de Londres, où se trouvait le siège de la London and Scottish Bank. Une importante somme d'argent sous forme de Liberty Bond, d'une valeur d'1 million de dollars, avait mystérieusement disparu lors d'un voyage transatlantique. Ces obligations devaient être envoyées à New York, mais quelque chose d'étrange s'était produit. Notre enquête commença lorsque M. Philip Ridgway, un jeune agent de banque, rapporta que le colis contenant les obligations avait disparu dans des circonstances inhabituelles. Ridgway avait été choisi pour cette mission en raison de sa grande fiabilité et de sa connaissance approfondie des opérations de la banque. Cependant, lorsque les obligations furent arrivées à New York, elles avaient été réparties en petits lots et vendues séparément. Les vérifications internes de la banque n'avaient révélé aucune effraction ni aucun signe de vol à bord du navire. La banque fit alors appel à Scotland Yard et finalement, elle me confia l'affaire. À notre arrivée au siège de la banque, nous fûmes conduits à travers un dédale de comptoirs et de bureaux jusqu'à atteindre un petit bureau au premier étage. Là, nous rencontrâmes les 2 directeurs généraux conjoints, M. Vavasour, arborant une barbe blanche courte, et M. Shaw, parfaitement rasé. Tous 2 paraissaient d'un sérieux imperturbable, fruit de nombreuses années de service. M. Vavasour prit la parole. « Je comprends que vous êtes ici en qualité d'enquêteur privé, Monsieur Poirot. » Je hochai la tête et demandai. « Oui, j'ai besoin de quelques précisions. Dites-moi, qui a commandé ce verrou spécial chez UBS pour le colis ?» Monsieur Shaw répondit d'un ton ferme. « C'est moi qui l'ai commandé. Je ne ferai pas confiance à un employé pour une tâche aussi importante. Quant aux clés, Monsieur Ridgway en avait une, et les 2 autres sont en notre possession, mon collègue et moi. Et aucun employé n'a jamais eu accès à ces clés, demandai-je. Monsieur Shaw se tourna vers Monsieur Vavasour, qui ajouta « Je crois qu'elles sont restées dans notre coffre depuis que le colis y fut placé le 23. Malheureusement, mon collègue tomba malade le jour même du départ de Monsieur Ridgway et ne s'est remis que récemment d'une grave bronchite. » J'écoutais attentivement. Tout semblait en ordre, mais il me semblait qu'un léger détail m'échappait. Lorsque M. Shaw évoqua la maladie de son collègue, sa voix trembla imperceptiblement, un détail qui s'avéra plus tard capital. Après quelques questions supplémentaires, nous fûmes poliment congédiés. Une fois dehors, dans la rue pluvieuse, je me tournai vers Hastings. « Mon cher Hastings, cette affaire me paraît presque trop simple. Les obligations étaient en sécurité dans le bureau de la banque, et pourtant, lorsque le navire arriva à New York, elles avaient déjà été vendues en morceaux. On dirait que le colis que nous avons vu n'était qu'un simulacre. » Hastings fronça les sourcils. « Mais si les obligations n'étaient jamais sur le navire, comment ont-elles pu arriver à New York ?» Je souris avec une pointe d'ironie. C'est là tout le mystère. Je soupçonne que le colis était un faux remplacé dans le bureau de la banque. La question véritable est, qui aurait pu commettre un tel stratagème? Au cours des jours suivants, Poirot et moi retraçons chaque étape. Nous interrogâmes les employés,
Vérifiâmes les registres de sécurité et inspectâmes minutieusement l'endroit où le colis était entreposé. À première vue, rien ne semblait anormal. Les clés étaient en lieu sûr et le verrou ne montrait aucun signe d'effraction. Pourtant, une petite incohérence persistait dans mon esprit. Un mercredi matin, alors que je dégustais un café corsé dans notre modeste chambre, Poirot déclara « Hastings, j'ai déduit quelque chose d'important. Notre voleur n'était pas un inconnu, mais quelqu'un travaillant à l'intérieur de la banque. » Je me penchai, impatient. Et qui cela pourrait-il être? Poirot expliqua lentement. La seule personne ayant un accès total aux clés et la connaissance exacte du colis est M. Shaw lui-même. Il a commandé ce verrou spécial et a conservé les clés. Cela lui a donné l'occasion parfaite de substituer le vrai colis par un faux. Hastings paraissait troublé. Mais M. Shaw est un homme respectable. Il doit y avoir une autre explication. Poirot secoua la tête. L'honneur est une notion complexe, Hastings. Parfois, ceux qui occupent des postes élevés agissent par cupidité ou pour masquer leurs propres erreurs. S'il avait pu préparer un colis duplicata, il a peut-être arrangé qu'un complice à New York achète les obligations discrètement, laissant la banque totalement dans l'ignorance. Je repensais à notre entretien précédent. M. Shaw avait mentionné la maladie de son collègue et j'avais remarqué ce léger tremblement dans sa voix. Il était possible qu'il ait exploité la situation à son avantage. Pour trouver davantage d'indices, Poirot et moi nous rendîmes à l'atelier de Hube, où le verrou spécial avait été fabriqué. Le propriétaire confirma que le verrou avait été réalisé exactement selon les spécifications. Toutefois, il mentionna également que M. Shaw avait demandé quelques modifications de dernière minute, insistant pour obtenir une clé sur mesure. Ce détail, bien que mineur, prit soudainement toute son importance. Armés de ces nouvelles informations, nous retournâmes à la banque. Je réussis à m'entretenir discrètement avec un jeune employé qui avait travaillé étroitement avec M. Shaw. À voix basse, ce dernier me confia que M. Shaw avait été étonnamment secret à propos de certaines expéditions et avait pris des précautions supplémentaires avec les clés le jour concerné. Il a même exigé une démonstration privée du verrou, me dit-il. C'était comme s'il voulait s'assurer qu'aucun autre ne verrait comment il s'ouvrait. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Les yeux de Poirot s'illuminèrent lorsqu'il résuma. Tout pointe vers M. Shaw. Il savait que, si le vrai colis était remplacé ici même à la banque par un faux, les obligations pourraient ensuite être clandestinement expédiées et vendues sans éveiller le moindre soupçon. Le fait que les obligations soient réapparues à New York, vendues en petits lots, prouve que les vraies obligations n'étaient jamais à bord de l'Olympia. Nous nous tournâmes ensuite vers M. Ridgway, le jeune officier qui avait reçu le colis. Il semblait sincèrement affligé et affirmait n'avoir rien à voir avec le vol. Son oncle, M. Vavasour, confirmait que Ridgway était un employé honnête et digne de confiance. Il devenait de plus en plus évident que M. Shaw avait agi seul, dissimulant son méfait derrière la routine de son travail. Poirot décida alors de confronter directement M. Shaw. Nous organisâmes une rencontre après les heures de bureau, dans un bureau isolé, à l'abri des regards indiscrets. M. Shaw arriva dans sa tenue habituelle, formelle, bien que j'eus remarqué une petite perle de sueur sur son front. M. Shaw commença Poirot d'un ton calme, mais insistant. Je dois clarifier certains détails concernant le verrou spécial et les obligations disparues. M. Shaw tenta de garder son calme. Je vous assure, M. Poirot, que tout a été réalisé selon la procédure. Pourtant, insista Poirot, les faits indiquent qu'une substitution a été opérée. Vous avez commandé ce verrou spécial, gardé les clés et évoqué des circonstances particulières ce jour-là. Le visage de M. Shaw pâlit. Après un long moment de silence, il finit par murmurer. « Il y a des raisons que vous ne comprenez pas. » Poirot adoucit son ton. « Il ne s'agit pas ici de juger vos motifs,
Monsieur Shaw, mais de découvrir la vérité. Si vous avez permis que le vrai colis soit remplacé par un faux, il n'y a aucune excuse pour ce vol. Sous la pression de l'insistance calme de Poirot, Monsieur Shaw s'effondra. D'une voix basse, à peine audible, il avoua que d'énormes dettes le contraignaient à agir. Il avait organisé la vente discrète des obligations à New York pour régler ses problèmes financiers, tout en dissimulant son acte derrière des procédures bancaires ordinaires. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Poirot regarda Monsieur Shaw, partagé entre déception et résolution inflexible. Voilà la vérité, Monsieur Shaw. Vos actions ont permis que les vraies obligations restent cachées à la banque, puis soient vendues par un complice à New York. Votre plan minutieux n'a pas échappé à mon attention. L'aveu fut un coup dur. Le visage de Monsieur Shaw se décomposa sous le poids de sa confession. Je ressentis à la fois une satisfaction amère et une tristesse profonde en réalisant que, même parmi les personnes les plus respectables, le vice peut s'insinuer. Dans les jours qui suivirent, l'affaire fut présentée à la direction de la banque et transmise à Scotland Yard. Monsieur Shaw fut arrêté pour fraude et vol, et l'ingénieux stratagème de substitution fut exposé au grand jour. Monsieur Ridgway fut disculpé, et la banque, entachée par cette supercherie, commença lentement à redorer son image grâce à la transparence de l'enquête. Pour ma part, Hastings, je repassais sans cesse en revue les événements. Ce qui avait semblé être une affaire simple s'était révélé être une fraude soigneusement orchestrée. Poirot, avec sa célèbre attention aux moindres détails, avait une fois de plus démontré qu'avec méthode et persévérance, la vérité finit toujours par éclore. Un soir, alors que nous rentrions en taxi, Poirot me dit « Hastings, souviens-toi toujours que la vérité est comme une petite graine. Elle peut sembler insignifiante au début, mais avec de la persévérance, elle grandit et s'épanouit en une réalité incontestable. » Je hochai la tête, conscient que, malgré les nombreux rebondissements de cette affaire, le triomphe ultime résidait dans la révélation de la vérité révélée par le regard aigu et déterminé d'Hercule Poirot. Ainsi se termina l'affaire des obligations disparues, une histoire de tromperie dissimulée derrière la routine du monde de la finance, exposée par une enquête minutieuse et la persévérance inébranlable du grand détective.